Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de reprendre un peu la parole aujourd'hui autour de ce sujet, qui est le sujet autour des terres que le Congo va céder au Rwanda, puisque c'est un sujet qui a suscité beaucoup de réactions, surtout depuis la dernière prise de parole de certains responsables politiques, en tout cas une prise de parole qui a plutôt inquiété les populations congolaises. Alors, moi, si je reviens vers vous, parce qu'on a l'habitude d'échanger ensemble, et donc je propose ici une analyse par rapport à cette situation, et vous allez comprendre que c'est une situation, mais vraiment beaucoup plus grave que ce que on a imaginé jusque-là. Donc, pour ne pas perdre le temps, donc nous sommes dans cette situation où le gouvernement congolais, le pouvoir au Congo, a décidé de céder des terres au Rwanda pour pratiquer l'agriculture. Alors, tantôt on nous a parlé du ricin, tantôt on nous parle d'une agriculture vive, comment on appelle ça, vivrière ou autre. Et surtout, dans les discussions entre les Congolais en général et la classe politique, qu'il s'agisse de l'opposition ou du pouvoir, on a cru comprendre que des terres ont été déjà cédées aux Malaisiens, si j'ai bien compris ce que disait le ministre Christelle Denis Sassou Nguesso, que des terres ont été cédées aux Malaisiens à Ouesso, dans la Sangha, pour reprendre la production de l'huile de palme. Donc, première chose, des terres ont été données aux Sud-Africains, à l'Oudima, pour cultiver du maïs. Et dans mes échanges avec les Congolais, j'apprends que même les Namibiens ont profité des cessions des terres dans le Kwilu. Et sur ces terres-là, les Namibiens pratiquent, semble-t-il, l'agriculture. Alors, pour faire court par rapport à ces trois exemples, il faut savoir que euh, lorsque les Congolais réagissent, mais avec force, par rapport à la cession des terres au Rwanda, dire que c'est de la xénophobie, on n'a peut-être pas compris la définition de la xénophobie. Le xénophobe, ce n'est pas celui qui déteste seulement les étrangers qui viennent chez lui. Le Congo est une terre d'accueil. Le Congo est un pays qui accueille tout le monde, mais depuis l'époque de la pénétration coloniale, semble-t-il que des Brazza étaient venus avec le sergent Malamine. Donc les Congolais sont accueillants, ils ont accueilli des Brazza, même s'il a maltraité nos ancêtres, et il était accompagné d'un étranger qu'on appelait Malamine. Bref, donc les Congolais ne sont pas contre l'installation au Congo des Rwandais, puisqu'ils sont là depuis très longtemps. On a déjà eu l'occasion de discuter autour des sujets rwandais, réfugiés politiques, mais qui aujourd'hui ne rentrent pas et à qui le gouvernement congolais propose la nationalité. On voit bien que ces Rwandais sont là, personne ne les dérange. Mais ce qui dérange dans ces cessions de terre, qu'il s'agisse des Sud-Africains, des Malaisiens, des Namibiens ou demain des Rwandais, ce qui dérange, c'est la manière dont c'est fait. Dans le cas des Rwandais, les Congolais citent cet article de la Constitution qui dit que il faut un débat à l'Assemblée et il faut un référendum populaire. Donc j'espère que le gouvernement aura à cœur de faire ce référendum-là. Mais ce qui me gêne dans l'analyse qu'on peut faire des différentes cessions des terres, c'est que le gouvernement, et notamment Christelle Denis Sassou Nguesso, monsieur Pierre Mabiala, qui en tout cas a beaucoup travaillé sur ce dossier, puisque Christelle Sassou Nguesso dit que c'est lui qui identifie les terres qu'on doit céder aux étrangers, ils ne disent pas aux Congolais, les Sud-Africains, les Malaisiens, les Namibiens et demain les Rwandais, en fait, quels sont les noms des entreprises qu'ils utilisent pour investir au Congo. Semble-t-il que ce sont des investisseurs. Il nous faut donc les noms des entreprises qui sont implantées au Congo, le capital investi, c'est-à-dire combien de sommes d'argent ils ont investi. Ces entreprises ont permis d'embaucher en emploi direct combien de Congolais et en emploi indirect combien de Congolais aussi ont trouvé du travail, mais aussi quelles richesses ces entreprises créent pour les comptes publics, c'est-à-dire est-ce que ce sont des entreprises qui payent les taxes fiscales, les charges sociales, les charges
les impôts sur les sociétés et les employés de ces entreprises-là, est-ce que ce sont des gens qui ont des salaires décents leur permettant de vivre correctement avec leur famille et donc des consommateurs pour les autres structures économiques au Congo. Et puis, allons plus loin, lorsque on parle des investisseurs étrangers, je prends l'exemple des Malaisiens dans la Sangha. Si ce sont eux qui ont récupéré Sangha Palm, mais Sangha Palm, pour son fonctionnement, a besoin certainement d'autres petites et moyennes entreprises et d'autres petites et moyennes industries. Est-ce que ces investisseurs permettent la création des PME, PMI, des Congolais? Là, il faut que ce soit que des Congolais pour permettre le fonctionnement de ces grosses machines. Donc, il faut qu'il y ait de la pédagogie, il faut qu'il y ait de la clarté pour que les Congolais comprennent et que ça dissipe leurs inquiétudes. On a besoin des investisseurs étrangers, mais on n'a pas besoin des gens qui veulent utiliser le Congo comme une terre de peuplement. Parce que la crainte avec les Rwandais, c'est qu'on leur donne l'équivalent de 6 fois Kigali, c'est-à-dire ces terres-là deviennent la capitale étrangère des Rwandais. Donc, il faut que le gouvernement nous explique très bien ce qu'il est en train de se passer et surtout, lorsque on prend les terres qui sont déjà utilisées par les Congolais, même si certains hommes politiques nous disent que les terres appartiennent à l'État, c'est possible, mais même si les terres appartiennent à l'État, l'État est une expression du contrat social des Congolais. Donc, l'État congolais ne peut pas retirer ces terres-là aux paysans congolais qui les utilisent sans qu'il y ait des moyens ou des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, les femmes et les hommes qui cultivent ces terres-là, si ces terres sont données à des investisseurs, il faut donc que ces investisseurs puissent rencontrer d'abord les propriétaires des plantations, je ne dis pas les propriétaires des terres, mais des plantations, et qu'il y ait des accords signés de sorte que ces paysans qui ont un savoir-faire vont constituer la main-d'œuvre pour ces entreprises-là et ils vont devenir salariés actionnaires. Il y a des méthodologies, il y a des pratiques qui existent dans ce sens-là et donc il faut que nous puissions en discuter. Parce qu'aujourd'hui, dire que les Congolais sont xénophobes s'ils refusent que les Rwandais viennent, c'est un peu prendre des raccourcis et ça, ce n'est pas normal. Le rôle du gouvernement, c'est de toujours protéger sa population. Donc, voilà la première chose qu'on peut dire par rapport à cette question des terres. Et pour conclure sur cette question, je vais vous donner des exemples. Vous prenez la SNE. Alors, je dis toujours la SNE parce que la formule physique qu'on nous dit de la nouvelle société, je n'arrive toujours pas à la prononcer. Si vous prenez la SNE, la SNDE, CORAF, CFCO, le port de Pointe-Noire, les aéroports, je peux encore citer Saris, Hydro-Congo. Si vous prenez des grandes sociétés de pêche, si vous regardez ces entreprises, en réalité, ces entreprises sont des entreprises stratégiques pour le Congo. Et ces entreprises embauchent une grande quantité de salariés. Mais en réalité, pour fonctionner correctement, ces entreprises ont besoin des petites et moyennes entreprises à côté d'elles et des petites et moyennes industries. Vous prenez les pays comme la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, peu importe les pays, ou encore la Corée du Sud avec Samsung, allez regarder, demandez aux spécialistes, ils vous diront, pour que les industries de Samsung ou de Tesla ou Ford, Peugeot, Audi et autres, ou encore la SNCF, Air France, Lufthansa, British Airlines, ces sociétés-là pour fonctionner ont besoin des petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries. Donc, il faut aussi se poser la question chez nous, ces investisseurs étrangers favorisent la création de combien de petites et moyennes entreprises ou de petites et moyennes industries et sous quelle forme? Je vous invite à regarder l'intervention du ministre de l'économie ou du ministre du pétrole nigérien qui reçoit les investisseurs étrangers et qui leur dit désormais, lorsque vous aurez besoin de faire un travail, posez-vous d'abord la question s'il n'y a pas un Nigérien capable de faire ce travail-là, s'il n'y a pas d'entreprise nigérienne capable de faire ce travail. Si oui, ces entreprises sont prioritaires. Et c'est comme ça qu'on crée de l'emploi dans un pays. Emploi direct,
fait par les investisseurs, mais ils ont besoin de petites et moyennes entreprises à côté, de toutes sortes, et bien, ça va générer aussi de ce qu'on appelle les emplois indirects. Et donc, une population qui a du travail, qui a des revenus, qui devient consommateur, ça ne peut être que bien pour le pays, puisque ça va stimuler la scolarité, l'éducation nationale, la santé et autres, parce que les gens auront des moyens. Donc, voilà le premier aspect par rapport à cette question des terres. Le deuxième aspect que je voulais échanger avec vous, que je souhaite échanger avec vous sur cette histoire des terres qu'on est en train de céder aux étrangers, des terres agricoles, parce que si les étrangers viennent travailler chez nous, viennent occuper ces terres-là, c'est que ce sont des terres très agricoles avec des bons rendements. Le deuxième aspect donc, c'est en lien avec la situation internationale. Vous le savez bien, mes chers compatriotes, que ça fait plus de 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des tensions en mer de Chine, en Asie méridionale, entre la Chine, les États-Unis omniprésents, le Vietnam, le Japon, les 2 Corées. Donc il y a une tension. Et entre Israël et le Hamas, c'est une guerre avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes passés à 2 doigts de la catastrophe lorsque, ripostant à la destruction de son consulat en Syrie, l'Iran a tiré des missiles et a envoyé des drones sur Israël. Alors, on a tous vu une espèce de guerre des étoiles où les puissances occidentales ont détruit tous les engins. Mais qu'est-ce que je vais dire par rapport à cette situation internationale? Il faut savoir, mes chers compatriotes congolais de Brazzaville, que nous vivons une période unique. Une période unique dans ce sens que nous sommes dans un contexte mondial et international très instable et incertain. En tout cas, nous sommes aujourd'hui dans un contexte international, je ne dirais pas forcément anarchique, mais c'est surtout qui nous pousse à une incertitude et à une instabilité. Nous avons eu le Covid, par exemple. La leçon du Covid, c'est quoi? C'est que le monde s'est barricadé. Et donc, plus de marchandises qui circulaient comme d'habitude, mais surtout, forte pénurie des produits pharmaceutiques. Et avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous avons une crise énergétique. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très irresponsable pour le gouvernement congolais de céder les terres aux étrangers, surtout que les Malaisiens qui produisent l'huile de palme, il n'y a pas d'impact sur le prix de l'huile de palme au Congo. Comment voulez-vous que vous donnez votre industrie de production d'huile de palme aux étrangers qui investissent, qui produisent, et la production, il n'y a pas une partie de la production qui est réservée à la consommation locale. En réalité, Malaisiens, Sud-Africains, Namibiens et demain Rwandais, lorsqu'ils produisent, eh ben, il y a une quantité qui doit être destinée à la consommation locale. Or, ce n'est pas le cas, puisque ça fait des années, j'interroge tout le monde, y compris le député de Ludima, personne ne nous a dit qui mange le maïs produit à Ludima. Et vous avez des pays comme le Cameroun et Madagascar, si je ne me trompe pas, qui produisent des quantités de riz qu'on peut retrouver sur le marché chinois ou sud-coréen, mais qu'on ne retrouve jamais sur le marché camerounais ou le marché malgache. Donc, nous sommes dans cette incertitude internationale. Il faut que nous puissions garder nos terres arables pour nous, pour notre propre agriculture, notre propre production et consommation intérieure. Et s'il y a un surplus de consommation, à ce moment-là, on peut exporter. Je vous donne des exemples. Lorsqu'il y a des inondations en Asie, les pays producteurs du riz bloquent les exportations parce qu'il faut d'abord satisfaire la consommation locale. Lorsqu'il y a eu flambée de prix de l'huile d'arachide, de l'huile d'arachide ou de colza, en tout cas de l'huile, qu'est-ce que des pays comme l'Indonésie et la Malaisie ont fait? Ils ont bloqué l'exportation de l'huile de palme parce qu'ils avaient peur que l'inflation fasse grimper le prix de l'huile de palme dans leur propre pays et craindre en cela une révolte populaire. Et donc, on bloque. Et donc, nous, au lieu de dire, tiens, nous avons des jeunes
et des femmes, des hommes qui sont intéressés par l'agriculture. Nous allons donc mettre à disposition nos terres arables pour ces gens-là, pour qu'ils produisent pour le marché local, mais on préfère donner les terres aux Rwandais. Mais demain, dans cette situation internationale instable, si demain il y a une guerre généralisée et que les pays doivent se barricader, de quoi nous allons manger? De quoi nous allons nous soigner? Quelles sont nos énergies? Aujourd'hui, en termes de stock stratégique, le Congo-Brazzaville, c'est zéro. La preuve, nous avons une usine qui doit raffiner le pétrole. Mais on fait parfois 2 mois, 3 mois, on n'a pas de kérosène, pas d'essence, pas de gasoil, pas de pétrole lampant au Congo-Brazzaville. Alors que nous avons une raffinerie. Alors, il faut se poser la question de ce qu'on appelle le stock stratégique. Les stocks stratégiques, ce sont les stocks alimentaires. Si demain, on barricade encore le monde entier parce qu'il y a des tensions, les produits importés ne peuvent plus arriver au Congo, de quoi nous allons manger? Et donc, il faut développer notre propre agriculture et constituer nos propres stocks stratégiques alimentaires, de sorte que si on ne peut pas importer, au moins nous avons des stocks qui vont nous permettre de manger pendant au moins 3 mois. Même chose pour l'énergie, même chose pour les produits pharmaceutiques. Donc, c'est pour dire que c'est très dangereux aujourd'hui de céder les industries aux étrangers, de céder nos terres aux étrangers, de céder comme ça ce qui constitue la vie du Congo aux étrangers. Même les banques, nos banques sont contrôlées par les étrangers. La communication, les télécommunications sont contrôlées par les étrangers. On est en train de tout céder. Or, le monde devient de plus en plus compétitif et de plus en plus incertain. Il faut compter sur vos propres ressources. Mais nous, les ressources, on ne les a pas puisqu'on les donne aux étrangers. Donc, nous allons être les premières victimes directes dès lors que le monde entrera en guerre ou tout simplement tous les pays vont se barricader suite à une épidémie ou suite à un conflit généralisé. Donc, si je reviens sur cette affaire des terres qu'on veut céder aux Rwandais, c'est pour dire que cette situation doit amener une analyse domestique, comme on dit en anglais, the domestic system, c'est-à-dire une analyse interne, mais aussi une réflexion internationale, parce que le Congo n'est pas tout seul comme pays. Nous travaillons avec les autres pays et la situation internationale va faire que nous allons être les premières victimes de tout changement qui va arriver. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous.